Créée en février 2010, l'association L'Homme et la Pierre est un concept novateur qui associe les entreprises d'extraction de la pierre et les collectivités. Elle a pour objectif de promouvoir le territoire en proposant une offre touristique innovante des sites industriels et une animation des sites géologiques du réseau que nous allons découvrir ensemble. Bonjour, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de m'accompagner pour un voyage passionnant dans les Deux-Sèvres à la découverte des richesses souvent méconnues de nos sols et sous-sols. Nous irons bien sûr à la rencontre de ceux qui exploitent ces carrières, mais nous voyagerons aussi dans le temps en remontant jusqu'à l'ère jurassique. Mieux comprendre notre Terre, cela commence par la géologie. Mais ce n'est pas qu'une science de laboratoire, c'est au contraire une science vivante, intéressante pour tous. Par exemple, grâce aux fossiles, chacun peut mieux comprendre l'histoire de notre planète gravée dans la roche. C'est souvent la nature des sols qui est à l'origine des plaines, des collines, des vallées que nous observons tout autour de nous. Pour l'homme, la compréhension et l'utilisation du sous-sol fut de tout temps une activité essentielle. De la caverne protectrice au silex taillé, des chemins de pierre aux cathédrales, de la porcelaine à la route bitumée, à l'origine de tout cela, il y a une activité de fouille et d'extraction et de transformation de la pierre en matériaux de construction. Enfin, aujourd'hui, c'est une activité économique prospère, incroyablement diversifiée. Pour le comprendre, je vais rejoindre tout de suite Monsieur Pinault, chargé d'études de cette carrière. Monsieur Pinault, bonjour. Bonjour. Alors, petite question simple pour commencer. Depuis quand l'homme exploite-t-il son sous-sol? Alors l'homme exploite le sol d'une manière générale depuis quasiment son apparition sur Terre, et notamment le sous-sol, pour y trouver les outils, les matériaux nécessaires à la construction de ses abris pour sa survie. Eh bien justement, quels matériaux extrait-on d'une carrière? Alors on extrait d'une carrière du sable, pour les éléments les plus petits, jusqu'aux blocs d'enrochement, pour les éléments les plus gros, et des gravillons pour la partie intermédiaire. Et pouvez-vous nous dire à quoi vont servir ces matériaux? Alors ces matériaux vont servir pour le BTP et les industries annexes que sont les centrales d'enrobés et les centrales à béton, et notamment aussi le ballast, comme on peut voir ici, pour le transport du train. Et dans une deuxième partie, pour ce qu'on va appeler la partie domestique, notamment pour la fabrication du verre, comme pour les lunettes, la vaisselle, le carrelage, mais aussi le talc, la cosmétique d'une manière générale. Et pour finir, comment se porte cette filière? Alors cette filière en France aujourd'hui se porte bien, c'est 6 à 7 tonnes par an par habitant. Et pour que cette filière continue à aller bien, nous avons développé notamment dans notre société le transport par train à la place du camion. Nous sommes maintenant sous un pont, un ouvrage d'art comme il en existe des milliers en France. Eh bien, ce sont dans nos carrières qu'on extrait les matériaux nécessaires à la construction de ces infrastructures. Ici, ce sont des milliers de tonnes de béton, mélange de granulats et de ciment produits dans les carrières des environs, qui ont été nécessaires à la construction des piles de ce pont. Au-dessus de nous, c'est un mélange de granulats plus fins et de bitume qui permet aux automobilistes d'emprunter cette autoroute. On le voit, l'activité d'extraction est essentielle au réseau de transport et donc à notre développement économique. Depuis très longtemps déjà, les échanges, le commerce et maintenant toute l'industrie du bâtiment reposent au départ sur le savoir-faire des industriels de l'extraction. Mais alors, comment passe-t-on de la roche à la route? Comment fonctionne une carrière moderne? Nous partons à Saint-Varant à la rencontre de Jean-Pierre Gautreau. Monsieur Gautreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'exploitation. Alors j'ai une première question, quels sont les différents types de carrières? On rencontre 3 types de carrières. Donc les carrières de roches massives, dont la roche est d'origine magmatique. On rencontre des sablières qui sont plus des carrières alluvionnaires. On a aussi des carrières de roches d'origine sédimentaire qui sont plus particulièrement les cimenteries et les transformations pour les chaux. Alors justement, comment on détecte ces carrières? On détecte ces carrières par étude de la carte géologique de la zone sur laquelle on veut intervenir. Une fois qu'on a décelé une zone intéressante, on va procéder à des sondages par carottage pour confirmer la qualité des matériaux recherchés. Si ces matériaux s'avèrent conformes, on va pouvoir exploiter.
On enlève tous les matériaux stériles pour arriver à la roche exploitable. Ensuite, suite à des tirs d'abattage, on va cheminer ces matériaux vers un concasseur qui va réduire la roche au moins 4 fois dans ce premier cas. Et il y aura une succession de réduction de la roche par concassage et broyage, et puis criblage pour arriver enfin au produit fini que l'on pourra expédier. Et pour terminer, quels sont les professionnels qui y travaillent? Vous avez bien sûr des conducteurs d'engins, vous avez aussi des pilotes d'installation, des techniciens de maintenance, des techniciens de laboratoire, enfin un panel de métiers intéressants à découvrir. Nous l'avons vu, il faut des professionnels bien formés pour faire fonctionner une carrière. Piloter ce type d'engin, c'est pour beaucoup un rêve d'enfant, mais c'est d'abord un métier où le droit à l'erreur n'existe pas. Et puis il y a aussi des professions moins connues, moins visibles, mais essentielles au bon fonctionnement d'une carrière. Je pense notamment au métier de chef de laboratoire, et je rejoins de ce pas François-Xavier Serniac. Monsieur Serniac, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Eh bien, je suis en train d'effectuer un prélèvement que je vais ramener au laboratoire pour analyser le gravillon. Donc il y a un laboratoire ici. Alors à quoi ça sert un laboratoire? Eh bien, le rôle d'un laboratoire dans des carrières, c'est de contrôler tous les produits que nous fabriquons pour ensuite garantir la qualité des granulats aux clients. Pouvez-vous nous dire quels sont les principaux essais réalisés ici? Alors, il y a 3 principaux types d'essais. Des essais de type physique, où on mesure la résistance des granulats. Également le calibrage, on effectue un calibrage pour vérifier si les granulats font la bonne dimension. Il y a des essais de type géométrique, où on contrôle par exemple la forme, à savoir est-ce que les gravillons sont plats ou sont ronds. Et il y a également des essais chimiques pour connaître les propriétés chimiques d'un gravillon. C'est très important pour le béton notamment. Et pour finir, que devient un site comme celui-ci lorsque l'exploitation est terminée? Alors en fin de vie, un site est réaménagé, c'est-à-dire qu'il peut être soit comblé, soit il peut devenir un géosite. Nous nous retrouvons maintenant sur le géosite de Mollet. Ici, une carrière a fonctionné jusque dans les années 1950. C'est aujourd'hui une porte ouverte sur notre lointain passé. Grâce au fond de taille conservé, nous pouvons observer 3 formations géologiques datant du Jurassique qui représentent une dizaine de millions d'années d'enregistrement sédimentaire. Nous pouvons notamment observer des fossiles marins, des coquillages, des ammonites vieux de plus de 150 millions d'années. Voilà à quoi ressemblaient les fonds marins des Deux-Sèvres au Jurassique. On pouvait y croiser divers reptiles marins, des ichthyosaures et des plésiosaures, mais aussi de pacifiques mollusques. C'est vraiment magique de se plonger dans ces périodes si lointaines et tellement fascinantes. Alors pour finir notre balade géologique, je vous propose de rejoindre Didier Poncet, un des spécialistes de la géologie des Deux-Sèvres. Didier, bonjour. Bonjour. Vous êtes géologue. Oui. Alors dites-nous pourquoi vous avez choisi de nous inviter ici. Alors je vous ai invité ici parce qu'on est sur un géosite particulier du réseau L'Homme et la Pierre. On est ici sur la réserve naturelle du Toarcien. Et ici, on peut observer ce que l'on appelle le stratotype du Toarcien. Le Toarcien étant un étage, c'est-à-dire une petite subdivision du calendrier étang géologique. Dans ce calendrier, on a des grandes subdivisions que sont les aires, aires primaires, aires secondaires, aires tertiaires. Et si l'on prend par exemple l'ère secondaire, on peut la diviser en unités un peu plus petites, comme le Jurassique. Et le Jurassique est même subdivisé en étages, dont le Toarcien. Le Toarcien, c'est une période de temps d'environ 7 millions d'années, il y a environ 180 millions d'années. Mais alors dites-nous, qui est à l'origine de cette dénomination? Alors le Toarcien a été défini en 1849 par Alcide d'Orbigny, un naturaliste français, qui à l'époque cherchait à reconstituer l'histoire de la Terre. Et pour ça, il s'appuyait sur des affleurements naturels qu'il décrivait, et certains d'entre eux, il les a choisis pour définir des étages, en France, en Angleterre ou en Allemagne. Et ici, le stratotype du Toarcien est donc une référence internationale depuis 150 ans. Que vous soyez américain, japonais ou brésilien, quand vous travaillez sur le Toarcien, vous avez toujours en tête le Toarcien de Thouars.
Voilà, notre balade en Deux-Sèvres se termine. N'hésitez pas à aller visiter les sites remarquables tels que celui-ci. C'est une expérience éducative passionnante. Vous pourrez également aller à la rencontre des professionnels de l'extraction. Vous serez toujours bien accueillis et vous y découvrirez peut-être une vocation.